Internet sans prise de tête, un rendez-vous public conseil présenté par Claudine Douillet d'Alliance Hosting. Bonjour, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, une journée spéciale, une émission un peu spéciale. Nous allons parler d'un livre qui a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux. En tout cas, on en a beaucoup parlé et on a eu beaucoup de réactions extrêmement positives. Je veux bien sûr parler du livre Isaac et Lola de Gilles Uzan. Un livre paradoxal, vous allez comprendre pourquoi, puisque nous allons interviewer son auteur, son implication, bien évidemment. C'est 129 pages d'un petit bonheur qui vous permet aussi surtout de réfléchir sur l'orthodoxie et le monde moderne. En tout cas, c'est le message qu'a voulu passer Gilles Uzan et nous allons effectivement l'entendre en direct. Je voudrais déjà, avant tout, lui poser une question, avant tout lui dire bonjour, bien sûr. Est-ce que Gilles Uzan est en ligne? Oui, me dit-on la technique. Oui, bonjour. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Bonjour Claudine, ça va, merci. Ça va. Donc voilà, on va parler de votre livre, de votre roman. Je disais 129 pages de petit bonheur, une pépite. Oui. Certaines critiques l'ont dit, en tout cas sur Amazon. Donc je vous conseille bien évidemment, les auditeurs, à vous procurer ce livre sur Amazon.com ou Amazon.fr, suivant le pays où vous êtes. Et ce qui nous intrigue, bien évidemment, Monsieur Gilles Uzan, c'est que vous êtes avant tout psychiatre, expert auprès des tribunaux d'Amiens. Et vous avez eu l'idée... Je suis psychiatre, addictologue et médecin expert, effectivement, près de la cour d'appel d'Amiens. Incroyable. Un métier difficile mais passionnant. Voilà. J'imagine. Mais comment, justement, arrive-t-on à écrire un livre sur la religion et en même temps pas sur la religion? Puisqu'il y a un message, il y a un paradoxe dans ce livre. Et je vous laisse vous exprimer là-dessus, bien évidemment. Oui, alors d'abord, je tiens à remercier l'équipe de Judaïque FM de m'accorder cette interview. Et donc bien sûr ce livre donc en fait est une histoire d'amour effectivement entre Isaac, le fils d'un rabbin donc ultra pratiquant orthodoxe, et Lola qui n'est pas juive et qui est issue de la bourgeoisie française. Et donc c'est une histoire à travers laquelle effectivement donc j'évoque le mariage mixte, la conversion. Mais j'en profite aussi pour parler de l'ouverture vers l'autre et du respect des différences. Oui, et ça ne concerne pas simplement la religion juive, ça concerne en fait toutes les religions aujourd'hui. C'est un thème d'actualité donc que j'ai voulu effectivement donc traiter à travers cette histoire. Alors oui, il faut bien dire qu'effectivement, vous vous positionnez pas en tant que juge. Vous essayez justement de concilier ce qui a priori est inconciliable, on est bien d'accord. C'est-à-dire un jeune homme qui est prédestiné à suivre les traces de son père. Succéder à son père. À succéder son père, je cherchais le mot, merci. En fait, à succéder à son père, qui est le grand rabbin de la rue Pavée. On connaît, en tout cas pour la plupart, la tradition extrêmement, on va dire, je vais oser le dire, rigoriste de la pratique de la rue Pavée. Et puis, ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Il a une âme d'artiste, il est ouvert vers les autres. Et ce qui va quelque part provoquer cette rencontre. Et au lieu que ça reste une simple rencontre, je ne veux absolument pas évoquer dans quelles circonstances parce que ce sera un petit peu dommage, eh bien, il va rester tourmenté parce qu'il y a une espèce de paradoxe dans ce jeune homme. Il y a la religion, c'est très important pour lui, le respect de la famille, le respect de l'autre, mais il y a en même temps cette curiosité qui est indéfinie. Et puis il rencontre cette jeune fille. Alors j'aimerais savoir quel est le message, vous en tant que médecin, en tant que psychiatre, vous avez tenté de dire, parce qu'évidemment vous avez dû être très proche de la religion orthodoxe pour pouvoir en parler avec autant d'aisance. Oui, alors tout à fait. Alors en fait, je me suis surtout intéressé bien sûr au profil psychologique des deux héros, on va dire. C'est très important. C'est ça. Donc déjà Isaac qui est beau, qui a tout pour lui, il est intelligent, c'est un brillant talmudiste. Il se prépare à devenir donc Dayan, donc c'est pas rien. Dayan, c'est donc un juge rabbinique, donc c'est le statut rabbinique le plus haut, si on peut dire. Son avenir est tout tracé, il va succéder à son père. Alors, on parle de la synagogue de la rue Pavée, mais bien sûr, je tiens à préciser que c'est une histoire fictive, qui n'a rien à voir avec le Rav Rothenberg. Oui, c'est très important de le dire quand même dans les ondes, parce que je l'ai rencontré Shabbat, et donc je l'ai bien confirmé que ça n'avait rien à voir avec lui. Il a été rassuré. Il a été rassuré. Mais voilà, Isaac, donc il a tout est tracé pour lui.
mais il n'aime pas le statisme. Donc il ne veut pas s'enfermer dans ce système glauque et ce système orthodoxe un peu formaté, que je décris d'ailleurs dans mon livre. J'essaie de baigner justement le lecteur dans ce milieu orthodoxe que j'ai connu, parce que effectivement j'ai fréquenté le milieu orthodoxe. Je ne suis plus orthodoxe aujourd'hui, je suis traditionnaliste, mais je connais bien et j'ai toujours des amis bien sûr donc dans ce milieu, et c'est sa curiosité intellectuelle, l'appétit pour les connaissances qui vont le pousser à s'intéresser à la culture des autres. Donc il va fréquenter en cachette donc les bibliothèques. Il va apprendre le piano, le secourisme, et il va donc du coup créer une brèche dans ce système de ghettoisation, si vous voulez, dans lequel il a baigné pendant toute son enfance. Voilà. Comment ? C'est peut-être en quelque sorte son intelligence, son appétit pour la connaissance, comme vous dites, qui obligatoirement l'empêche de rester là où on lui a dit de se placer. Mais quelque part aussi, et je suis désolée de le dire, les parents, sans le vouloir ou inconsciemment, ont voulu que cette brèche ait lieu. Sinon, elle n'aurait pas lieu. Ce respect, cette famille idéale que vous décrivez, je suis désolée, mais c'est vrai qu'elle est idéale, c'est magnifique, il faut le lire, le livre. On a juste envie de dire merci papa, merci maman à la fin. Non, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que lorsqu'on arrive donc à cette situation effectivement de mariage mixte, il y a la famille, le rôle de la famille est fondamental, c'est-à-dire l'intelligence des familles. J'ai voulu effectivement mettre en avant donc effectivement l'intelligence de ce Rav, le Rav Dovber, qui finalement comprend que son fils n'est pas pareil, mais il n'ose pas bien sûr le pousser à continuer à cette brèche-là, à faire cette brèche, mais il observe et il respecte. Ça c'est très important, et ça j'ai voulu justement mettre en avant le rôle des familles dans cette situation-là. Et puis il faut savoir aussi que Isaac en fait est poussé par sa curiosité intellectuelle, mais il comprend aussi que la culture des autres est très importante pour lui pour alimenter et continuer à alimenter sa culture talmudique. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on dit progresser par le savoir. Ça c'est très très important. Progresser par la contradiction aussi. Et alors par la contradiction, alors ça, on va en parler tout à l'heure si vous voulez bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans cet esprit-là qui fait la connaissance de Lola. C'est ça qui est important. Et c'est la raison pour laquelle Lola va l'intéresser. C'est pas simplement sa beauté, c'est pas simplement sa beauté physique, mais c'est aussi sa beauté spirituelle quelque part qu'il va effectivement percevoir en elle. Alors en fait, concernant Lola justement, le profil psychologique de Lola est tout à fait différent. C'est-à-dire que elle est belle, elle est intelligente, mais elle a un humanisme important. Elle a une grande gratitude. Elle aime la vie, la musique, la danse. Elle fait des études d'infirmière. Elle est très reconnaissante vis-à-vis d'Isaac qui lui a sauvé la vie. Donc elle porte en elle, et c'est ça que Isaac va percevoir chez elle, les valeurs du judaïsme. Oui, en fait, quelque part, vous êtes en train de dire à travers ce livre que les valeurs du judaïsme sont totalement universelles. Et cette jeune fille, enfin du moins Isaac, va être le révélateur du devenir de Lola. Il va révéler ce qu'elle est réellement, un catalyseur, tout à fait. Alors, c'est vrai, quand on lit le livre, on le comprend très bien, mais on a envie d'aller plus loin parce que 129 pages, moi je suis désolée, monsieur Uzan, je suis restée sur ma faim, évidemment. J'avais envie de comprendre la complexité, le paradoxe, la souffrance, parce qu'il y a une véritable souffrance, même si elle est dite de façon extrêmement pudique, parce que c'est un livre extrêmement pudique, je tiens à le souligner. On a envie d'en savoir plus, on a presque envie de l'imaginer en film. Je suis désolée de faire une petite sortie par là, mais c'est vrai que c'est très imagé, et ce livre-là donne envie de le voir, de le lire bien sûr et de le voir par la suite. Alors, à travers ça, le message que vous avez passé, c'est quoi ? C'est en fait de dire l'orthodoxie doit s'ouvrir à la modernité, ou est-ce que c'est le monde, entre guillemets, laïque qui devrait s'ouvrir aussi à l'orthodoxie ? Pourquoi pas ? Non, je pense que c'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est important. La mutualisation, c'est fondamental. Comprendre l'autre. Le message dans tout ça, c'est quoi ? C'est d'abord la tolérance. Oui. Et justement, j'avais déjà écrit donc un essai il y a 3 ans qui s'appelle Un regard sur le judaïsme. Oui, tout à fait. On en parle dans l'interview. Où je parle justement de tout, de façon théorique de tous ces thèmes, la tolérance, l'ouverture, la pluralité, le vivre ensemble. J'avais appelé ça la démocratie religieuse, savoir se positionner vis-à-vis de la loi,
de la loi mosaïque pour nous, en tout cas vis-à-vis de la Torah, savoir s'adapter aussi dans ce monde moderne, c'est pas toujours facile, tout en gardant bien sûr l'immuabilité de la Torah. La Torah reste la Torah, les 613 commandements, il n'y a pas de souci, mais tout le monde ne peut pas faire 613 commandements, mais on se complète. C'est ça qui est important, et non seulement au niveau de la communauté juive, mais aussi où il y a plusieurs tendances, on le sait, mais pas seulement au niveau de la communauté juive, mais aussi au niveau intercommunautaire. Et c'est vrai que dans ce livre-là, il y a une certaine utopie, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, en tant que psychiatre, on va dire, voilà. J'ai un fantasme, c'est de croire que on peut vivre une société où tout le monde peut vivre ensemble, quelle que soit sa religion, et exister, ou en tout cas on peut exister dans sa religion à travers une société laïque, et ça c'est vrai que c'est un fantasme personnel, donc c'est pour ça que je rêve que tout est possible en fait, voilà, tout simplement. Alors moi je pense qu'il y a quand même autre chose dans le livre, et j'espère que vous m'en voudrez pas de le dire, c'est que vous espérez effectivement de faire comprendre le judaïsme à travers d'autres on va dire mentalités, d'autres religions. Vous espérez en fait une brèche non pas seulement vis-à-vis de l'orthodoxie, mais dans l'autre sens, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit un jeune homme religieux orthodoxe, pas seulement religieux mais orthodoxe, avec tout ce que ça comporte, il y a effectivement un repli, on n'ose pas trop s'approcher. Puis là, vous essayez de nous faire découvrir un jeune homme extrêmement religieux, mais qui pourtant a une âme d'artiste, aime la musique, aime la danse. On le saura un peu plus tard dans le livre. Et là, on se dit, finalement, il n'est pas si étranger que ça. Alors en fait, c'est de rendre l'étranger plus proche, plus familial. C'est peut-être un peu ça le message, en disant nous ne sommes pas si étrangers, nous avons les mêmes passions et nous pouvons nous rencontrer. Mais alors là, je vais quand même un peu plus loin. Si on laissait cette ouverture, véritablement... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, comme vous dites, en fait, le point commun entre Isaac et Lola, parce que Isaac, finalement, c'est l'esprit, c'est la loi. C'est ça. Lola, c'est le cœur, le matériel, mais le point commun entre les deux, c'est l'humanisme. Oui. Et c'est ça qui va les relier, si vous voulez, parce que c'est d'abord l'humanisme, et c'est après, effectivement, que Lola va faire tout ce travail de conversion indépendamment de l'amour qu'elle a pour Isaac. C'est ça qui est important de dire, absolument. Ils vont totalement se quitter. Donc ça, c'est la deuxième partie du roman, où là, chacun va prendre sa voie, puisque Isaac, le père d'Isaac, s'oppose farouchement donc à cette rencontre. Et donc là, on assiste à une deuxième partie du roman où chacun prend sa voie et va se évoluer. Alors justement, j'aimerais, si ça vous dérange pas, Monsieur Uzan, que l'on parle de cette seconde partie en deuxième partie. Ça tombera pile pour laisser une page à notre cher pub, et on se retrouve dans quelques instants. Si vous Judaïque FM 94.8. Madame Soledad Lafranchi, directrice de Bayer Hyundai. Je poursuis ma nouvelle expérience avec Hyundai et je suis ravie. J'ai bien dit ravie. Toutes nos voitures sont vraiment suréquipées. De la petite i10 au Santa Fe, sans oublier notre Ioniq. Et bien sûr, la garantie 5 ans, kilométrage illimité. Oui, c'est vraiment super de rouler en Hyundai. Bayer Hyundai, groupe Lafranchi à Vincennes et 155 rue Nationale Paris 13e, hyundai-paris.com. Alors nous reprenons l'antenne avec Gilles Uzan qui nous parle de son premier roman, Isaac et Lola. Nous étions en train de parler du paradoxe justement de ce monde extrêmement religieux qu'est l'orthodoxie et du monde moderne dans lequel nous évoluons ici en France, à Paris en tout cas pour la plupart. Et je redonne l'antenne et la voix à Gilles Uzan pour qu'il continue à nous expliquer le message qu'il souhaitait en tout cas passer avec son roman Isaac et Lola. Oui, Claudine, oui, tout à fait. Alors, vous parlez de paradoxe, justement. Oui. Isaac est un paradoxe à lui tout seul. Bien sûr, mais comme tous les juifs que nous sommes voilà. Tous un paradoxe. Et c'est ça, en fait, l'homme vit dans le paradoxe, et c'est le paradoxe qui le fait vivre, et c'est le paradoxe qui le fait avancer. Bon, il faut savoir effectivement qu'il est confronté là devant un grand compromis, succéder à son père, et avec ça, avoir toute la responsabilité de la transmission
donc des valeurs du judaïsme, c'est très important parce que c'est toute une communauté qui est en jeu là, Tout à fait. ou tout quitter pour Lola, quoi. Donc donc il va s'enfermer, il va arrêter la yeshiva, il va étudier tout seul chez lui. Il va méditer, il va faire une auto-analyse, il va s'isoler, il va quand même continuer à étudier le Talmud, mais chez lui à la maison, et va se poser une grande question. A-t-on le droit de se questionner dans le judaïsme ? A-t-on le droit de se questionner ? C'est pas la base du judaïsme, le questionnement ? Alors justement, voilà, parce que des fois on se dit, est-ce qu'on a le droit de se questionner, de remettre en question certains rites, ou en tout cas peut-être pas les remettre en question, mais dire moi je peux pas faire ça aujourd'hui, peut-être je le ferai demain. Et bon, on voit que le Talmud déjà est un ouvrage composé de débats, de discussions rabbiniques. Donc on voit quand même que le questionnement dans le judaïsme n'est pas exclu. Et puis on sait que la fête de la liberté qui s'appelle Pessah est une fête dont le symbole est justement le questionnement avec Manishtana, et puis les 4 fils. Vrai, oui, tout à voilà, fait. donc on voit Isaac se dit j'ai le droit de me questionner et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête et d'essayer de composer. Voilà, il va essayer de composer, ça c'est très important. Et d'un autre côté, il y a Lola. Voilà, alors allez-y, oui, pardon. Allez-y. Alors il y a un danger, bien sûr, il y a danger, de composer, le compromis. Mais ce compromis dans la religion, c'est ça compliqué. qui est passionnant. Oui. C'est ça qui est passionnant dans le judaïsme. Oui, Parce que si on reste statique, c'est ce mouvement de va-et-vient. C'est un mouvement de va-et-vient. Oui. Comment ? Je suis entièrement d'accord, mais je me dis qu'il faut avoir vraiment une identité très forte pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est et pouvoir l'accompagner. En revanche, et c'est ce que disait le Rav Sitruk il y a très très longtemps, il dit pour convertir quelqu'un, il faut déjà convertir le premier, c'est-à-dire celui qui pense qu'il est juif. Parce que pour être arrivé à choisir quelqu'un qui n'est pas de la même religion, c'est qu'il y a un questionnement, en tout cas une réponse qui n'est pas encore arrivée. Donc il faut avoir une identité très forte pour emmener l'autre là où je suis. Donc voilà, donc je vous laisse maintenant continuer sur Lola et désolé de vous avoir interrompu. Donc Lola, elle décide de se convertir donc en dehors de l'amour d'Isaac puisque là il se quitte. Tout à fait. Donc pour elle, il n'y a pas de retour pour elle, mais Isaac a été pour elle un catalyseur. Oui. Donc elle avait en elle les valeurs du judaïsme. Mais elle était agnostique, elle ne croyait pas spécialement en Dieu. En tous les cas, pour elle, Dieu n'est pas accessible. Isaac lui a finalement montré qu'il y a une accessibilité du divin à travers la nature, à travers les hommes, à travers le respect de l'autre aussi. Et c'est la raison pour laquelle elle finit par vouloir se convertir. Et cette conversion va durer 7 ans. Longtemps, très longtemps, 7 ans. Très très longtemps. Donc, alors à tout le temps. Sa candidature va être acceptée pour une seule raison, sa sincérité. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé ce passage. Là, c'est aussi j'ai voulu développer un petit peu la conversion de Lola. Alors pour une raison très importante. Alors je vous explique parce que moi je fréquente la synagogue des Tournelles. Oui. Et le rabbin Yves Marciano s'occupe des conversions. D'accord. Donc et par ce biais nous avons des candidats à la conversion qui fréquentent notre communauté. Et en tant que psychiatre, si vous voulez, ma curiosité de psychiatre m'a poussé à les aborder. Et certains m'ont fait part de leur histoire, leur expérience, leurs difficultés. Et tout cela m'a sensibilisé. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie aussi d'écrire ce livre. D'accord, je comprends. Voilà, c'est un message aussi pour les candidats à la conversion. Et puis installé en libéral aussi, parce que je suis installé à Villers-Cotterêts, j'ai été confronté à des patients, et pas spécialement juifs, qui se retrouvaient finalement avec ces problèmes de mariage mixte et qui avaient besoin d'une sorte de soutien, d'une psychothérapie de soutien. Oui. Et donc je les écoutais et en même temps ça m'a permis effectivement de comprendre un petit peu ce qu'ils rencontraient, les troubles psychosociaux que ça pouvait entraîner. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment développé cette partie de la conversion de Lola. D'accord, j'ai bien compris. Mais vous ne pensez pas que, très bien, elle va faire un travail toute seule, mais elle est quand même portée, qu'elle le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, puisque nous sommes quand même dans un univers un petit peu de psychologie, elle est quand même portée par cet amour, même si cet amour est interdit, il la porte. C'est cet amour qui lui ouvre la porte du judaïsme, on est bien d'accord. C'est-à-dire en fait qu'elle a été fascinée. C'est pas un amour dans le sens elle a été fascinée. Alors bien sûr qu'elle est amoureuse. Fascination, bien sûr qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse, mais elle a été fascinée par ce garçon atypique. Alors vous pensez que le judaïsme peut être porté par une seule personne, c'est-à-dire que le charisme d'un homme ou d'une jeune femme ou peu importe peut pousser
quelqu'un à se convertir. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'à un moment donné, si justement ce charisme s'effondre, si la personne tombe du piédestal, que se passe-t-il? C'est là où normalement non, je pense que non. En fait, ce sont des catalyseurs. Ce sont des catalyseurs, d'accord. Et en parlant justement avec ces candidats à la conversion, c'est souvent ça. Ce sont des gens qui ont, par exemple, qui ont fréquenté à l'école des Juifs, qui ont assisté à des Shabbats, à des Shabbatot, et puis donc ça a catalysé pour ces personnes-là, ça a catalysé finalement cette envie d'aller plus loin. D'aller plus loin, l'étude. Voilà, tout à fait. Alors, on a bien compris que pendant 7 ans, ils sont totalement séparés, avec aucune intention de revenir à ce qu'ils étaient, pour le peu qu'ils ont été, mais quelque part, on le souhaite ardemment, et on ne dira rien sur le livre. Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce livre? Est-ce qu'il y a quelque chose le livre a beaucoup de succès, on l'a bien compris, il est un petit peu partout présent sur les réseaux sociaux, et bien d'autres. D'ailleurs, il y a une interview de vous, ou du moins un article de vous sur alliancefr.com que nous venons de publier ce matin, et j'invite les auditeurs et les auditrices à le lire, parce que c'est très intéressant. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pensez à une suite, ou est-ce que ce livre est totalement le message que vous souhaitiez? Est-ce qu'il vous manque pas quelque chose? Parce qu'en tout cas, moi, il m'a manqué quelque chose. Donc, allez-y, je vous écoute. Bon, la suite, chacun l'imagine comme il veut. Oui, d'accord, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est une chose. Non, je pense pas qu'il y aura une suite, parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment illustrer par cette histoire une sorte de conte, un petit peu tout ce qu'on retrouve un peu dans mon essai Un regard sur le judaïsme. Tout à fait, c'est bien d'en parler, oui. Et là, mon prochain roman sera un roman sur Philippe Pinel, qui est un psychiatre justement qui a libéré les aliénés donc à la Pitié-Salpêtrière. Ah, magnifique. Et c'est encore un humaniste. Très bien, très très bien, voilà, super. donc là je me rapproche un peu plus de mon métier, on va dire de psychiatre. D'accord. Et c'est quelqu'un à qui je m'identifie beaucoup, parce que je travaille dans un service fermé en psychiatrie, donc à l'hôpital de Prémontré. Oui. Et j'aimerais donc vraiment raconter ça sous forme de roman. Hein. Bon, d'accord, aussi, très bien. Bon, écoutez, je souhaite beaucoup de succès, autant de succès que pour votre roman qui vient de sortir, donc Isaac et Lola. Je voudrais simplement répéter, préciser l'édition, si vous voulez bien m'aider là-dessus, parce que je n'ai pas le livre. Alors c'est les éditions Deglé. Voilà, merci. Donc une jeune éditrice qui est très vraiment très passionnée par la littérature. Donc, très bien, il vaut mieux remarquer en tant qu'éditrice. Qui a aimé le livre et donc a voulu absolument l'éditer. Très bien, et on peut le retrouver où? Alors, je voulais dire justement, effectivement, qu'on le trouve bien sûr sur Amazon, mais dans toutes les librairies, juives et non juives. D'accord, très bien. Pour les librairies juives, c'est disponible a priori dans toutes les librairies juives, et c'est distribué par Franck Odèche, donc de l'avenue Secrétan, donc c'est la librairie qui est juste à côté de l'école Lucien de Hirsch. Tout à fait. Et toute la symbolique, j'en terminerai peut-être avec ça, c'est la symbolique que le livre se trouve en Israël aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est magnifique. C'est à Jérusalem. À Jérusalem, tout à fait. Voilà, à la librairie Vice Versa, et aussi sur B-Books, qui est donc effectivement donc la possibilité de l'acheter en ligne. Donc c'est un site pour les livres francophones. Donc que vous pouvez retrouver en Israël, oui, parce que ça c'est Liora Asaraf, qui fait un travail formidable aussi en Israël. Voilà. Alors ça c'est très intéressant de le dire, parce qu'on sait c'est relativement compliqué d'avoir des livres en français en Israël, et nous avons découvert donc ce service en ligne qui vous permet d'avoir des livres de France directement en Israël. Et puis si vous voulez avoir toutes ces informations, il existe une page Facebook, bien entendu, donc Isaac et Lola, on peut pas faire mieux. Et vous avez toutes les informations. Vous retrouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article de Gilles Usan, l'auteur de Isaac et Lola, sur alliancefr.com. Et puis évidemment plein d'autres articles qui vont arriver très prochainement, et sur tous les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas restés fermés sur Facebook. Il y a Twitter, LinkedIn, Google+. Et puis vous avez mon site aussi, Dr Gilles Usan. Voilà. Tout à fait. Et sur mon site, vous avez tous les articles effectivement parus déjà sur le roman. Il y en a eu beaucoup. Il y en a un autre qui doit arriver là ce matin. Je l'ai vu passer brièvement. Donc voilà, vous avez toute la littérature sur le livre Isaac et Lola, et évidemment sur son auteur qui est un petit peu atypique. Et c'est ce qui rend aussi le livre très intéressant, parce que vous avez franchi entre guillemets un tabou, vous avez osé le dire, encore fallait-il bien le dire, et vous avez su le dire avec beaucoup de délicatesse. J'ai adoré ce livre, et je tiens à dire aux auditeurs et auditrices que lorsque vous fermez ce livre, eh bien,
Pour autant, les personnages ne vous quittent pas. Ce n'est pas si facile que ça. Donc le message est très fort. Non, je ne plaisante pas. Je vous l'ai dit d'ailleurs spontanément. Non, mais c'est vrai. Et je ne suis pas la seule. Voilà, je ne suis pas la seule à le dire. Les personnages restent. Donc ça a été conçu entre guillemets avec beaucoup de passion et d'énergie. Et en cela, merci beaucoup Gilles Luzan. Et j'espère vous retrouver bientôt à cette antenne. En tout cas, merci beaucoup. Je donne rendez-vous aux auditeurs au salon des écrivains avec le Bnébrite. Tout à fait, le Bnébrite le 12 novembre. Tout à fait. Voilà. On en parle aussi sur Alliance, où vous aurez beaucoup d'auteurs de la communauté, et notamment Gilles Luzan, bien entendu, qui présentera son livre et évidemment vous le dédicacera. En tout cas, je le souhaite. Et moi, j'attends mon livre. D'accord? Parce que moi, j'ai pu le lire que sur Internet. Il ne faut pas exagérer quand même. Alors, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. À très bientôt bonne continuation. Et merci encore à Judaïque FM. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Internet sans prise de tête, un rendez-vous public conseil présenté par Claudine Douillet d'Alliance Hosting.